Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur ce nouveau webinaire Simplicure. Bonjour Hervé, bonjour Salomé. Bonjour Bonjour. Flavie, merci de me Merci, recevoir. merci à vous d'avoir accepté l'invitation. C'est vraiment un plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire du coup tourné autour de la mycothérapie. Vous faites partie du coup du laboratoire IFAS d'Atera et on se le disait, c'est quand même une référence en termes de mycothérapie. Donc, un vrai plaisir de vous avoir aujourd'hui pour faire le point sur tout ce que comporte et toutes les indications de cette mycothérapie. Alors, pour faire une brève présentation, Hervé Rose, qui est avec nous aujourd'hui, a un grand historique, mais peut-être que tu te présenteras mieux que moi, mais en tout ce qui est médecine traditionnelle chinoise, homéopathie, aromathérapie. Donc vraiment cette idée de santé intégrative qui, je pense, nous intéresse toutes et tous aujourd'hui. Salomé, qui est aussi spécialisée dans l'approche scientifique chez IFAS Atera. Je vous laisserai revenir, si vous voulez, un peu plus sur vos présentations. Au niveau pratico-pratique, pour que tout soit clair pour tout le monde, on est pas mal aujourd'hui. Donc, je vais vous demander, pour que ce soit peut-être plus facile pour y revenir à la fin, de poser toutes vos questions dans l'onglet Q&A. Comme ça, on y reviendra à la fin. On pourra évidemment prendre le temps de répondre à toutes vos interrogations. Évidemment, sentez-vous libre aussi d'échanger dans l'onglet Discussion pendant toute la présentation. Je vous laisse la main. Profitez-en bien et on se dit à tout à l'heure. Et merci Flavie. Nous aussi, on est très, très heureux de participer. Je pense qu'un certain nombre de thérapeutes qui nous suivent peut-être connaissent déjà un peu la mycothérapie. Et aujourd'hui, le but en fait de cette présentation, c'est de remettre un petit peu quelques définitions en place et puis de replacer vraiment une utilisation de la mycothérapie pratique, d'un côté très pratique. Donc, on va essayer de vous redonner un petit peu ce support. Comme tu l'as dit, Flavie, moi, je suis thérapeute en médecine traditionnelle chinoise. J'ai fait aussi de longues années d'homéopathie. J'ai fait de la phyto, de la gémo, que j'ai d'ailleurs appris en Belgique. Et il y a une quinzaine d'années, j'ai découvert effectivement l'usage des champignons médicinaux. Et ça a été une révélation et un outil thérapeutique extrêmement confortable. Salomé, si tu veux te présenter vite fait. Oui, bonjour à tous. Alors moi, je suis Salomé Garot, responsable scientifique chez IFAS d'Atera, en tout cas pour IFAS d'Atera France, et je fais le lien aussi avec toute l'équipe R&D, qualité et marketing en fait qui se trouve en Espagne pour adapter le contenu après au niveau français. J'ai un parcours qui est plutôt somme toute basique en biologie santé. Ce qui me permet de retraduire plus ou moins les effets, en tout cas, que peuvent avoir les compléments alimentaires et dans notre cas, les champignons sur l'organisme. Alors, on va démarrer en fait de façon simple. On va vite, on a qu'une heure ensemble, donc on va essayer d'être très précis, très concis, mais on a quand même besoin de revoir quelques bases. Alors, très rapidement, on va démarrer avec le programme sur cette introduction à la mycothérapie, un tout petit peu d'histoire et un peu de mycologie. Le chapitre qui vraiment vous intéresse, c'est la mycothérapie intégrative clinique, et là, vous allez voir en quoi la mycothérapie est un outil pratique, fonctionnel. Je le qualifie souvent de couteau suisse, en fait, dans notre arsenal. Nous allons voir quelques champignons. Compte tenu du temps que nous avons, on va essayer de voir 4 ou 5 champignons en profondeur. Puis après, on vous parlera bien sûr des différents problèmes de qualité qu'on rencontre beaucoup sur le terrain en ce moment et de bien différencier ce qui est des champignons et ce qui est de la mycothérapie. Alors oui, on commence toujours avec cet axe un peu provocateur, oubliez les champignons. Oubliez les champignons parce qu'on n'est pas des vendeurs de champignons, mais on parle bien de mycothérapie. En fait, la mycothérapie, sur la slide suivante, c'est tout ce qui est l'utilisation des substances fongiques. Ce sont les principes actifs des champignons qui, mis ensemble, vont nous donner des accompagnements spécifiques pour l'accompagnement de nos pathologies. Un tout petit peu d'histoire, très très rapidement. Souvent, les gens me disent « Ah, mais la mycothérapie, c'est quelque chose de nouveau, c'est moderne. » Pas du tout. Regardez, notre plus vieux client, c'est un type qui s'appelle Otzi. On le date de 5300 ans. On l'a retrouvé congelé dans les glaces du Tyrol autrichien. Et ce petit bonhomme avait beaucoup de pathologies, des virus, peut-être la maladie de Lyme, des parasites. Et vous l'avez compris, dans la petite sacoche qu'on a retrouvée à côté, on a retrouvé des champignons médicinaux. Et puis, toutes les traditions, ils ont toujours utilisé la MTC, mais aussi la médecine ayurvédique. Et puis, plus près de chez nous, les druides, tout simplement, qui utilisaient aussi les champignons, parfois pour des fins ou des rites initiatiques.
Ce qui a changé la donne, en fait, la révolution, ça a été l'utilisation de la médecine, des champignons en médecine. Et là, vous voyez la photo de Alexander Fleming qui a découvert dans les années 20 la pénicilline. Et puis, ça a été le début de la recherche, en fait, sur tout ce qui était espace fongique, sur les levures. Et donc, on a développé des nouveaux médicaments, des antibiotiques, des médicaments anti-rejet avec la cyclosporine. Toutes les statines aussi sont issues du monde fongique. Et c'est aussi ce qui a commencé à déclencher de la recherche. Aujourd'hui, à tous ceux qui nous disent qu'il n'y a pas beaucoup d'études sur les champignons, je vous invite à consulter les sites spécialisés. Vous verrez qu'il y a des milliers, voire des dizaines de milliers d'études aujourd'hui sur la mycothérapie. Un petit clin d'œil sur qu'est-ce que c'est que les champignons, en fait, dans quel monde ça se trouve. Eh bien, pendant des années, on ne savait pas dans quel monde le mettre. On ne savait pas si c'était une plante, on ne savait pas s'il fallait le mettre dans les algues. Et puis, on a décidé de créer un règne à part entière. C'est le 7e règne. C'est le monde des fungi. Et c'est intéressant de constater que ce monde des fungi a une proximité génomique avec le monde animalia, avec l'homme, en fait. En fait, on est plus proche des champignons que nous ne sommes des plantes. On partage plus de gènes en commun. Ça aussi, c'est intéressant de comprendre. C'est aussi ce qui va faire que l'usage des champignons, vous verrez qu'il y a très peu d'effets secondaires. Je vais vous faire un cours de mycologie qui va durer 1 minute 30. Ça va aller très vite. En fait, là aussi, c'est une question de définition. On va bien distinguer d'un côté ce qu'on appelle les micromycètes, les levures, les moisissures. Là, vous voyez la photo d'un candidat albican à gauche. Et nous, on va plutôt travailler avec les macromycètes. Là aussi, la définition est simple, c'est dont le fruit est visible à l'œil nu. C'est tous les champignons que vous connaissez. Là aussi, toujours dans un souci de définition, on va bien différencier en fait les deux parties majeures d'un champignon, il y en a un peu plus, mais il y a une partie aérienne que l'on voit visible, qui s'appelle le sporophore ou le corps fruitier, et puis il y a le mycélium en fait, qui lui est aussi la base en fait, c'est toute la partie souterraine en fait du champignon en fait, qui est un réseau extrêmement vaste et qui va permettre de décomposer, de transformer en éléments carbonés, azotés pour la survie du champignon. Cette partie, ce mycélium, est très lié à son substrat, comme vous le voyez, c'est intimement lié. Mais si on regarde d'un peu plus près, eh bien, on s'aperçoit que ce soit le mycélium ou que ce soit le sporophore, eh bien, c'est constitué des mêmes éléments. Ce sont des minces filaments que l'on appelle des ifs. Là, vous venez de comprendre pourquoi le laboratoire s'appelle IFAS d'Atera, les ifs de la Terre. Donc, que ce soit le sporophore ou le mycélium, on va parler pratiquement des mêmes éléments. Dans notre usage au laboratoire, on va utiliser en très très grande majorité le sporophore, qui nous permet de ne pas avoir de substances inutiles et d'avoir 100% du champignon. Alors, je te laisse prendre le relais là-dessus, Salomé. Oui, pas de souci. Alors, maintenant, on va se focaliser un peu plus, en fait, sur la mycothérapie intégrative clinique et les propriétés, en fait, que vont apporter les champignons pour votre organisme. Alors, on donne plusieurs rôles clés pour la santé, aux champignons, de par le fait qu'ils sont constitués de nombreuses molécules actives. À titre d'exemple, le reishi a plus de 400 molécules actives connues, donc c'est énorme. Alors, elles ne sont pas toutes, encore, analysées et connues, au niveau de leur action, mais on arrive déjà à retrouver certaines familles. Donc dans les champignons, on retrouve un constituant qui est commun à tous les champignons, qui sont les β-1,3, 1,6 des glucanes. Alors on va vraiment insister sur ces bêta-glucanes, et on va refaire d'ailleurs un petit point un peu plus tard dans cette présentation. Ces bêta-glucanes donc, sont des polysaccharides qui vont avoir une activité prébiotique et immunomodulatrice, et ils sont vraiment spécifiques aux champignons. C'est la ramification qui est spécifique aux champignons. On retrouve aussi des terpènes qui vont avoir une activité anti-inflammatoire et antivirale, des acides aminés libres, de l'ergostérol qui lui est un précurseur de la vitamine D2, donc qui est intéressant aussi pour la supplémentation, des statines naturelles, donc les teneurs varient d'un champignon à l'autre. On retrouve aussi des vitamines du groupe B, C, D ou encore E, des minéraux, des lectines qui vont également avoir une activité immunomodulatrice, et des acides gras, donc vous pouvez retrouver des oméga 3 ou encore des oméga 6. On fait un petit focus aussi sur le fait que généralement, quand vous manquez de certains minéraux, vitamines et autres,
les thérapeutes peuvent facilement vous dire que vous avez besoin d'une supplémentation ciblée. Souvent, ce sont des ajouts artificiels. Et l'un des avantages de la mycothérapie, c'est que vous allez avoir en fait énormément de molécules qui vont être disponibles naturellement. On travaille avec une matrice et non pas avec un composant isolé, ce qui fait qu'on va avoir beaucoup de choses qui sont disponibles naturellement et dont le corps va pouvoir profiter plus facilement. Souvent, on sait d'ailleurs que généralement, quand c'est synthétique, c'est moins bien assimilé aussi par l'organisme. Donc, les rôles clés des champignons pour la santé, vous l'aurez compris, vont être nutraceutiques, prébiotiques, ils ont une très forte action avec leurs fibres sur le microbiote intestinal, immunomodulateurs, donc ça, on va revenir un peu dessus dans quelques slides, et au final, ils sont aussi adaptogènes. En effet, ils sont adaptogènes parce qu'ils permettent de pallier à de nombreux stress, mais aussi au niveau des tropismes, vous pouvez voir qu'ils agissent à différents niveaux de l'organisme. Pour ainsi dire, en fait, quasiment tous les niveaux. Vous retrouvez le digestif, le respiratoire, le cardiovasculaire, ostéomusculaire, urogénital, nerveux, endocrinien, lymphatique ou encore tégumentaire, et le tout pour vraiment venir en fait apporter, rééquilibrer en tout cas l'homéostasie dans l'organisme et maintenir les paramètres en fait à des valeurs seuil, à des valeurs optimales. C'est un des éléments déroutants un petit peu au début pour un thérapeute. Parce que, en fait, vous allez voir qu'un champignon, ce n'est pas un tropisme, mais parfois plusieurs tropismes, plusieurs axes de travail. Et donc, au début, c'est un petit peu déroutant parce qu'on a toujours l'habitude d'utiliser une plante ou un organisme pour un usage, alors que là, vous allez avoir un spectre d'activité qui est extraordinairement large. Ça en fait aussi un outil vraiment très, très confortable. Vous allez voir un peu, on va essayer de développer un petit peu pour chacun des champignons qu'on va aborder ensuite. Juste pour confirmer en tout cas et mettre en lumière les propos, d'Hervé, les champignons, voilà, vont avoir une action à la fois sur les symptômes et sur le terrain, ce qui fait que ça conforte, effectivement le fait qu'ils soient, un outil très confortable à utiliser pour les thérapeutes. Et maintenant en ce qui concerne, leur action d'immunomodulation, c'est un terme que vous allez, voir souvent passer en ce qui concerne les champignons. Alors qu'est-ce que c'est? Quand tout va bien, vous avez un système immunitaire qui est dit à l'équilibre. Le problème, c'est vous le savez, on est confronté tous les jours à des attaques qui peuvent être extérieures ou intérieures et si notre système immunitaire est déréglé, on peut avoir des réactions qui vont être exagérées. Donc ça peut se manifester par exemple avec un terrain d'allergie, on va avoir des intolérances alimentaires, de l'eczéma, de l'asthme, des sinusites chroniques. Et au niveau interne, ça peut être un terrain qui sera plutôt auto-immun avec des lupus, maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, on peut retrouver aussi les thyroïdites, polyarthrite rhumatoïde, diabète de type 1. Et on retrouve aussi, ce qui peut se passer, c'est d'avoir une réaction qui sera freinée. Et là, donc si c'est sur des attaques extérieures, on sera plutôt sur un terrain de type infectieux, avec des bactéries, des mycoses, des parasites ou des virus. Et en attaque intérieure, ça peut être des maladies chroniques, des développements de cancer, hépatite, sida, zona. Le but des champignons, ça va vraiment être de maintenir cette balance, ce système immunitaire à l'équilibre. On va parler d'immunomodulation parce qu'ils vont pas venir stimuler ni supprimer en fait la réponse immunitaire, ils vont vraiment la rééquilibrer. Et là, ça va passer par une stimulation de certaines voies cellulaires, une suppression d'autres pour vraiment avoir cet état d'équilibre. Donc, on va refaire aussi un petit point sur les β1, 3, 1, 6 des glucanes, qui sont une partie spécifique des polysaccharides, parce que comme vous pouvez le voir, les polysaccharides sont une très grosse famille qui comprennent à la fois les hétéropolysaccharides, mais aussi les homopolysaccharides. Donc, le terme polysaccharide va un peu tout et rien dire, comme vous allez le voir. En effet, dans la famille des homopolysaccharides, on retrouve aussi les glucanes, et dans ces glucanes, on va avoir les alpha-glucanes, mais également les bêta-glucanes. Et c'est là où tout se complique, parce que dans les bêta-glucanes, vous avez encore des sous-familles. Donc on retrouve par exemple les ramifications bêta-1,4 qui vont être spécifiques des plantes, plus particulièrement des céréales. Vous avez les ramifications bêta-1,3 qu'on va retrouver majoritairement dans les bactéries. Et des ramifications bêta-1,3, bêta-1,6
qu'on retrouve dans les levures, les champignons, encore les algues. Donc quand on parle de bêta-glucane, il faut être spécifique, parce que les bêta-glucanes, vous pouvez avoir un produit qui mentionne bêta-glucane, mais ça ne sera pas des bêta-glucanes de champignons, ça peut être des bêta-glucanes de plantes. Et pareil pour le thème polysaccharides. Polysaccharides, ça veut tout et rien dire parce qu'on ne sait pas à quoi on fait référence en termes d'alpha-glucane, bêta-glucane, glucane en général. Donc on insiste vraiment là-dessus parce qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir retrouver sur le marché des produits qui indiquent un taux en polysaccharides, mais vous ne savez pas si le produit contient vraiment du champignon ou non dedans. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose d'autre, Hervé. Non, c'est parfait. C'est vrai qu'on insiste beaucoup là-dessus. On va vous bassiner, vous allez voir, avec nos bêta 1,3, 1,6 des glucanes. Mais en fait, c'est fondamental. On ne peut pas faire de mycothérapie si on ne parle pas de ça. Et aujourd'hui, sur le marché, on va arriver à un tas de produits qui contiennent des polysaccharides, mais qui ne sont pas réellement de la mycothérapie. Donc, surveillez bien ça, faites très attention, soyez vigilants. Et donc, regardez bien cette précision 1,3, 1,6 des glucanes qui nous permet vraiment d'affirmer et de vous donner un peu tous les supports qu'on va vous donner ensuite. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que les céréales, l'avoine, ça coûte 150 € la tonne. Les champignons, ça coûte 10 000 € la tonne. On n'est pas tout à fait sur les mêmes échelles. Alors, pour comprendre un tout petit peu plus précisément ce que sont les bêta-glucanes, en fait, on l'a vu, ça va être des polysaccharides naturels qui sont constitués de monomères de glucose qui vont être liés par des liaisons bêta-glucosidiques, ce qui fait qu'après, c'est en fonction de ces types de liaisons qu'on peut dire si c'est du 1,3, 1,6, 1,4, etc. Mais à quoi ils servent? En fait, ça va être des réserves d'énergie et de composants structurels aussi des parois cellulaires, des plantes, des algues, des champignons, encore des bactéries. Donc, ils sont forcément retrouvés dans ces organismes. On va aussi les classer dans différentes familles. En effet, vous pouvez avoir les bêta-glucanes de céréales qui ont des longueurs de chaîne 1,3, 1,4, qui vont avoir des affinités un peu plus importantes au niveau du microbiote, enfin leur action sur le microbiote, la diminution du cholestérol ou encore du glucose sanguin. Et en parallèle, vous allez avoir les bêta-glucanes fongiques qui vont avoir une affinité plus importante pour tout ce qui va être l'immunomodulation, les propriétés antimicrobiennes et les propriétés anticancéreuses. À savoir que les bêta-glucanes fongiques ont aussi une action sur le microbiote, le cholestérol et le glucose sanguin, qui est un tout petit peu moindre que celle des bêta-glucanes de céréales. Et à l'inverse, vous pouvez aussi retrouver des bêta-glucanes de céréales qui vont avoir certaines propriétés d'immunomodulation, mais en capacité moins importante en tout cas. Alors, le mode d'action des bêta-glucanes, c'est le suivant. Donc, il faut partir en haut du schéma, parce que je ne sais pas si le pointeur fonctionnera si je l'active. Est-ce que vous voyez le pointeur? Non, Non? Bon, non. tant pis. Donc, en haut du schéma, vous avez les bêta-glucanes qui vont se retrouver au niveau de l'intestin. Donc, c'est au niveau des plaques de Peyer, c'est-à-dire dans la partie de l'iléon, de l'intestin grêle, pardon. Et en fait, à ce niveau-là, vous avez les plaques de Peyer où vous allez avoir les cellules M ou des extrémités, en tout cas des cellules dendritiques, sur lesquelles les bêta-glucanes fongiques vont venir se fixer. Ils vont être internalisés, endocités, plein de processus vont se passer et ils vont être fragmentés en ce qu'on appelle des fragments de bêta-glucanes. Et ces fragments de bêta-glucanes vont ensuite être présentés aux cellules immunitaires de l'organisme pour pouvoir les activer ou en tout cas transmettre un message et ensuite avoir une action. Comme on peut le voir sur le schéma, ici on a une action d'un côté sur les cellules tumorales, mais également sur une infection fongique. Donc ça va passer par différents moyens. Donc on a vu internalisation donc, de l'intestin au niveau des plaques de Peyer, fragmentation de ces bêta-glucanes qui sont ensuite présentés au niveau des ganglions lymphatiques aux cellules immunitaires et ensuite après on aura une action au niveau des organes. À savoir que cette action est différée dans le temps, ça ne se passe pas en une journée. Vous avez l'ingestion des bêta-glucanes qui se fait. La fragmentation, en fait, se fait 3 à 5 jours après ingestion. Vous avez une libération extracellulaire qui se fait au niveau des jours 5 à 10 et une diminution, donc une excrétion en tout cas des bêta-glucanes 14 à 21 jours après l'ingestion. C'est pour ça que même quand on conseille des durées d'utilisation sur la mycothérapie, on conseille des fois
des durées plus longues parce que vous allez avoir en fait une action de certaines molécules qui va être immédiate, mais d'autres comme les bêta-glucanes, le temps que ça soit activé vont mettre un peu plus de temps dans l'organisme. Donc on va conseiller souvent 2 à 3 mois d'utilisation des produits. Et aussi, quand vous allez stopper la mycothérapie, vous pouvez toujours avoir des effets, vu que, comme vous le voyez, il y a plus ou moins 2 semaines avant qu'il y ait une élimination des bêta-glucanes de l'organisme. Alors, on va vous parler maintenant des principaux champignons qui sont présents dans nos gammes. En fait, on va vous parler des champignons les plus importants. Mais ce qui est confortable aussi avec la mycothérapie, la bonne mycothérapie, c'est qu'on n'est pas obligé de travailler avec 150 champignons différents. On va travailler seulement avec 10 ou 12 champignons. Là aussi, c'est extrêmement confortable. Ce qui va faire la différence, c'est qu'on ne va pas aborder les pathologies de la même façon en fonction du degré de gravité de la pathologie. Eh bien, on va avoir des notions de dosage qui seront différents. Il y a une notion de dose dépendance qui va correspondre. Et donc, on va avoir des réponses spécifiques. Donc, on a développé plusieurs types de dosages avec des formes d'abord en poudre de champignons. On prend le champignon, on le fait pousser. Une fois qu'il est arrivé à maturité, on le fait sécher. Il va perdre 90% de son poids. Ensuite, on va le réduire en poudre. Et de cette poudre, on va avoir un premier complément alimentaire à base de poudre de champignons. Si la pathologie devient un petit peu plus lourde, eh bien, on va devoir monter ces quantités de gélules. Et là, tout d'un coup, je vais dire à mon patient, tu vas prendre 30, 40 gélules par jour. Donc, c'est bien entendu pas possible. Et c'est pour ça que nous avons développé des extraits concentrés. C'est en très grande partie les produits que vous allez utiliser en tant que thérapeute. Les produits en extrait concentré permettent des concentrations très élevées, de 8 à 15 fois en fait, en fonction des champignons. Et donc, ça va permettre de conserver une observance facile pour votre patient. Toujours pareil, à raison de 1, 2, voire 3 gélules par jour. Ensuite, si la pathologie devient encore plus lourde, eh bien là, on va assembler plusieurs types de champignons. Et pour résoudre toujours ces problèmes de qualité de vie, de confort d'utilisation, eh bien cette fois-ci, on va développer des formes liquides. C'est le cas notamment pour l'oncologie, où dans des doses uniques, qui sont en fonction du poids du patient, eh bien on va pouvoir concentrer l'équivalent de 7, 8, 9 champignons parfois. Ensuite, on a des gammes intermédiaires qui mélangent les deux, qui sont des poudres et des extraits. Et nous avons aussi développé des gammes pédiatriques pour les enfants à partir de 3 ans, qui sont des formes liquides avec des extraits concentrés de haut niveau. On va en parler un tout petit peu plus tard. Donc, je vais surtout vous parler des extraits maintenant, qui sont l'arme favorite des thérapeutes. Et on va voir les premiers champignons les plus utilisés. Celui-ci, vous le reconnaissez peut-être, c'est un champignon qui est absolument magnifique. C'est le champignon qui est le plus utilisé dans le monde entier. Il s'appelle le reishi de son nom commun et en latin le Ganoderma lucidum. Pour chacun de ces champignons, on a essayé de trouver un mot-clé. Pour le reishi, on n'en a pas trouvé. On l'a baptisé tout simplement le roi. C'est le champignon majeur. Alors, on a mis quelques tropismes, système immunitaire, bien sûr, système nerveux. Mais on va passer directement à la slide suivante avec quelques caractéristiques et quelques recommandations. À vrai dire, le reishi, on pourrait faire un webinaire de 2 jours sur le champignon, tellement il y a d'études, tellement il y a de choses à dire dessus. Et là, vous l'avez compris, on a surtout réduit, on vous a mis quelques exemples et quelques caractéristiques. Parmi les caractéristiques majeures, c'est un champignon qui est très, très riche en terpènes, en triterpénoïdes. Et donc, il va avoir une activité sur l'inflammation qui est tout à fait remarquable. Comme en plus, il est immunomodulant, eh bien, on va pouvoir travailler sur toutes les pathologies auto-immunes inflammatoires. Vous savez, on disait toujours les pathologies qui se terminent en IT. Eh bien, là, on va pouvoir travailler sur des polyarthrites rhumatoïdes, on va pouvoir travailler sur des spondylarthrites, accompagner des spondylarthrites ankylosantes, parce qu'on a à la fois ce rôle sur la réponse immunitaire et à la fois le rôle sur l'inflammation. C'est un champignon qui a une qualité aussi extrêmement intéressante sur tout ce qui va être régulation hormonale et notamment sur tout ce qui est changements hormonaux. Donc, chez la femme, on va beaucoup l'utiliser dans les accompagnements au niveau de la ménopause et de la périménopause pour calmer un petit peu les inflammations liées à la perte hormonale. Mais on va aussi beaucoup l'utiliser dans le cadre de l'andropause chez l'homme pour prévenir tout ce qui va être hypertrophie bénigne de la prostate et toutes les aromatases qui sont développées à ce moment-là.
Donc, il a un rôle extrêmement intéressant dans ce sens. Là aussi, c'est fortement documenté, il y a énormément d'études dessus. C'est un antioxydant, comme beaucoup de champignons, vous allez retrouver des substances antioxydantes, des glutations, il y a aussi des oligoéléments comme le germanium dedans, du sélénium, il y a énormément de vitamines liposolubles et hydrosolubles. On va aussi avoir une activité qui a été démontrée, on a même fait une petite étude chez IFAS, sur le côté apaisant, relaxant, anxiolytique et surtout sur la qualité du sommeil. C'est un champignon qui est un apaisant majeur, un anxiolytique majeur. Et là aussi, même avec des doses relativement réduites, eh bien, on obtient des résultats très intéressants sur la qualité du sommeil, sur la quantité de sommeil, sur la rapidité de la prise du sommeil et notamment beaucoup sur l'anxiété. On a un rôle, avec les champignons, on a un rôle hépatoprotecteur pratiquement avec tous les champignons. Comme ils ont un rôle majeur sur tout ce qui va être enzymes au niveau hépatique, en fait, sur les enzymes de métabolisation et d'élimination, eh bien, on va aussi avoir une action sur la partie protectrice du foie et on va avoir une action renforcée sur cette protection hépatique. Alors, on a mis quelques exemples, quelques recommandations. Il y en a beaucoup d'autres, en fait, hein. C'est un champignon qu'on va aussi beaucoup retrouver dans l'antiviral, on va retrouver beaucoup dans l'oncologie. Il a un rôle intéressant au niveau de l'oncologie, favorise l'apoptose notamment. Et puis, vous voyez, on a mis quelques indications sur des pathologies auto-immunes comme de l'Hashimoto, comme la maladie de Basedow. Alors, ça marche très bien aussi, je vous disais, sur tous les petits troubles ORL chez les enfants, les otites, les laryngites. Le spectre est très, très large et nous n'avons fait que mettre une petite quantité de ce que permettait ce champignon. Alors, chez nous, le produit s'appelle... Juste un petit aparté où on doit mentionner quand même, enfin, pour les personnes qui vont consommer le reishi, faire attention parce qu'il a une légère activité de fluidification sanguine. Donc généralement, s'il y a une chirurgie, on recommande, ou une opération en tout cas, de stopper la prise, bon, en général de mycothérapie 72 heures avant, mais particulièrement pour le reishi et de reprendre qu'une fois qu'on se soit assuré en fait qu'il y ait pas de risque de saignement parce que ça peut augmenter la fluidification sanguine. Alors c'est un effet qui va être très, personne dépendante. Certaines personnes vont ne rien avoir, hein, ne pas avoir d'augmentation de la fluidification sanguine. D'autres vont être plus réceptives et donc vont constater qu'en cas de coupure, effectivement, il y a un peu plus de fluidification. Chez les femmes aussi, avec les menstruations, ça peut s'observer. Donc faites attention. Réduisez les doses aussi si, par exemple, au cours des menstruations, vous remarquez que le flux est plus important ou stoppez la prise quelques jours avant pour éviter cette augmentation du flux. Voilà, c'est en tout cas une des seules contre-indications à prendre en compte avec le reishi. Par contre, si votre patient est déjà sous anticoagulant, il n'y aura pas d'effet cumulatif, soyez rassurés. Je vois qu'il y a déjà quelques questions dans ce sens. On va répondre à toutes les questions ensuite, hein, mais c'est vrai que c'est une question qui est importante. On parlera tout à l'heure des interactions médicamenteuses, si vous le voulez bien. Ah, juste, pour finir cet aparté avec les anticoagulants, on va recommander de diminuer la posologie dès l'instant qu'il y aura 2 coagulants, enfin 2 anticoagulants, à savoir des antiplaquettaires, et anticoagulants, généraux qui vont être utilisés. Souvent, il y en a un qui est recommandé. Ça peut arriver qu'il y en ait 2 et quand il y en a 2, à ce moment-là, on diminue les posologies. Même s'il y a pas de risque cumulatif, c'est toujours mieux de pas surcharger l'organisme avec trop de molécules actives. Donc on recommande une diminution de la posologie. Alors chez nous, ce produit, tous les extraits concentrés, on les a baptisés Myco, suivi du nom réduit du produit. Donc c'est le Mycoré. Et vous voyez, on vous a mis l'exemple de l'étiquetage en fait. Donc on met le total des polysaccharides, mais on précise bien dessus que ce sont des bêta-1,3, 1,6 des glucanes et vous avez le produit qui est titré. Alors le reishi doit contenir à peu près 400 principes actifs différents. Vous imaginez bien que sur l'étiquette, on n'a pas fait le listing des 400 principes, mais on a mis les plus importants, mais surtout, faites attention que ce soit bien écrit bêta-1,3, 1,6 des glucanes, c'est ce qui vous garantit que vous parlez vraiment de mycothérapie. Le deuxième champignon que nous allons aborder, c'est un champignon aussi qui aujourd'hui est devenu un incontournable. C'est le deuxième champignon le plus vendu sur le marché. Son nom latin, c'est l'Ericium erinaceus. En français, la crinière de lion. Alors, c'est un champignon qui est maintenant internationalement reconnu et qui va être très utilisé parce qu'il correspond à des pathologies extrêmement actuelles. Alors là non plus, on n'a pas trouvé vraiment de mots-clés. On l'a baptisé axe intestin-cerveau. C'est pas très original.
mais c'est quand même un champignon, vous allez comprendre pourquoi son intérêt à la fois sur le système digestif et à la fois sur le système nerveux. Alors, dans les principales caractéristiques, eh bien, c'est un puissant régénérateur des épithéliums de tout le tube digestif. Le tube digestif démarre à la première dent et se termine à l'anus. Donc, c'est tous les épithéliums en fait, qui vont être altérés, qui peuvent recevoir effectivement l'usage de l'éricium. Donc, on va beaucoup l'utiliser, vous voyez, dans les recommandations, on pourrait parler des mucites, on pourrait parler de tous les dyspepsies, les gastrites, le reflux gastro-œsophagien. L'ulcération également, il a un intérêt majeur sur Helicobacter pylori. Donc, il a aussi un effet inhibiteur sur Helicobacter pylori, ce qui fait qu'on va aussi pouvoir l'utiliser dans le cadre des ulcérations. Et puis, toutes les dysbioses. Non seulement on va travailler sur la régénération des épithéliums, grâce aux polysaccharides, on va améliorer également le mucus intestinal, on va alimenter le mucus intestinal, mais on va aussi recréer de l'imperméabilité intestinale. C'est un champignon qui a une capacité de recréer des jonctions serrées, et donc ça va permettre aussi, régénération après régénération, de récupérer cette intégrité de la paroi intestinale. Donc, on va aussi pouvoir améliorer tout ce qui est intolérance alimentaire et même les allergies. On a eu aussi de très bons résultats dans le cadre des maladies inflammatoires et chroniques de l'intestin. Je pense notamment à la maladie de Crohn ou des rectocolites hémorragiques. Dans ces cas-là, comme il y a toujours de l'inflammation, eh bien, on l'associe quasiment systématiquement au reishi. Pour ce qui est la partie neurologique, c'est un champignon qui a la faculté de stimuler les facteurs de croissance, les NGF, et les facteurs de croissance du cerveau, les BDNF. Donc, ce qui nous permet de travailler aussi sur des altérations cognitives, tous les problèmes dégénératifs du système nerveux. On va pouvoir accompagner des patients atteints d'Alzheimer, de Parkinson. Et comme il a aussi une action intéressante sur la régénération des gaines de myéline, on aborde aussi les problèmes de sclérose en plaques. Vous voyez, le spectre est large. C'est vraiment l'axe intestin-cerveau. Et puis, souvenez-vous, c'est aussi depuis un intestin en bon état que vous allez à nouveau produire des neurotransmetteurs, sérotonine, GABA, acétylcholine, etc. Donc, c'est vraiment le lien parfait. Dans les recommandations, j'aurais pu parler aussi des post-AVC, par exemple, les gens qui ont fait des AVC et qui vont pouvoir avoir une récupération intéressante avec la crinière de lion. On l'utilise beaucoup également en oncologie pour prévenir tout ce qui est neuropathie périphérique. Aujourd'hui, en France, on a quelques oncologues qui ont reconnu cet usage et qui permettent, pendant les périodes de chimio, d'accompagner avec l'éricium, entre autres. Alors, le produit, vous avez compris le principe. Mycoléo, crinière de lion, Mycoléo, et toujours ces indications sur les étiquettes que vous retrouverez avec les substances bioactives. Champignon numéro 2, c'est un champignon qui est extrêmement important. Je vous dis, c'est la deuxième plus grosse vente en ce moment. C'est un champignon qui est remarquable et qui correspond là aussi à des pathologies extrêmement modernes, extrêmement actuelles, terriblement actuelles. Alors, le troisième champignon qu'on va aborder, c'est quoi cette photo un peu bizarre en fait que vous voyez? C'est un champignon qui est pourtant très connu médiatiquement. Il s'appelle le Cordyceps sinensis. Alors, il est connu médiatiquement parce qu'il y a eu une revue américaine, une série américaine qui s'appelle Last of Us qui expliquait qu'il y avait des champignons qui zombifiaient les hommes. Ce n'est pas tout à fait le cas du Cordyceps parce qu'au départ, c'est effectivement un champignon parasite qui pousse normalement sur les hauteurs des hauts plateaux tibétains et qui se développe sur les larves de chenilles ou de chauves-souris qu'il va cannibaliser, en fait, qu'il va effectivement parasiter. Ce n'est pas notre cas. Dans notre cas, on développe ce champignon dans notre laboratoire en bioréacteur, et donc il n'y a pas du tout de substances animales qui sont utilisées pour développer. Point important en parlant de bioréacteur, c'est aussi le champignon, enfin ce mode de développement, de production fait qu'on ne peut pas labelliser bio, ces produits parce que l'organisme certificateur en Galice ne reconnaît pas le bioréacteur comme un mode de production, biologique, même si tout ce que vous mettez dedans est biologique. Donc tous les produits chez nous qui contiennent du cordyceps ne peuvent pas être labellisés biologiques. C'est un petit aparté.
là-dessus? Alors, le mot-clé qu'on a trouvé pour ce champignon, c'est l'énergie. C'est le champignon de l'énergie et vous allez comprendre tout de suite pourquoi, en fait. C'est le grand champignon d'énergie parce que ce champignon est naturellement riche en adénosine. L'adénosine, vous le savez, c'est le précurseur de l'adénosine triphosphate. C'est ce qui va permettre de remonter le niveau d'énergie de la mitochondrie. Et donc, on va remonter dans des proportions relativement importantes. Donc, non seulement on va augmenter les taux d'énergie, mais on va aussi augmenter la capacité aérobie. On va aussi augmenter la capacité d'oxygène. Alors, vous l'avez compris, on augmente l'énergie, on augmente l'oxygène. Les premiers intéressés par ce produit, ce sont les sportifs. Aujourd'hui, on a beaucoup de sportifs de haut niveau qui utilisent le cordyceps. C'est quelque chose qui permet vraiment de redonner une qualité au niveau de l'entraînement et au niveau de la performance. Donc, c'est extrêmement utilisé dans le monde du sport. Mais vous allez voir, pas que, parce qu'il a d'autres intérêts. C'est un champignon qui a un intérêt également dans la production et la stimulation de la production de testostérone. Alors, aussi bien chez monsieur que chez madame. En augmentant la production de testostérone, eh bien, vous allez avoir une action effectivement sur la masse musculaire, sur le côté légèrement anabolisant de la masse musculaire, mais vous avez surtout une très grosse action sur la libido. En fait, on va remonter effectivement la libido avec, en même temps, les études ont montré également qu'on améliorait la qualité de la spermatogénèse, qu'on améliorait la qualité des ovocytes, et donc ça en fait le grand champignon de la fertilité. Vous voyez, c'est intéressant, le spectre devient déjà beaucoup plus large. C'est également un champignon qui va avoir une action intéressante au niveau rénal. Des études ont montré qu'il était, sur des modèles murins en fait, qu'il avait une capacité à favoriser l'élimination des déchets métaboliques et voire même de travailler sur des néphrons qui avaient déjà été endommagés. Donc, on va beaucoup l'utiliser aussi dans ce cadre au niveau de l'insuffisance rénale en accompagnement. Une des qualités aussi de ce champignon, c'est la régénération pulmonaire. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il augmentait la capacité aérobie, mais on a vu également qu'il pouvait être intéressant dans le cadre de fibrose pulmonaire, des poumons qui ont été altérés en post-pathologie, soit par du bactérien, soit par du viral. Donc, il y a aussi ce côté très intéressant sur la fibrose. Alors, je n'ai pas fini avec celui-ci, parce que le spectre est vraiment large. Et il a également une activité antivirale reconnue qui est très importante, et notamment dans les virus à ARN. Alors, on en a beaucoup parlé pendant la période Covid, bien sûr, mais il y a d'autres virus à ARN sur lesquels on a beaucoup travaillé également. Je pense notamment à l'Epstein-Barr viridans, le BV. Mais c'est aussi un champignon sur lequel on va accompagner dans les herpès, les zonas, les grippes. On va parler tout à l'heure aussi un peu du papillomavirus. Vous verrez, c'est un spectre assez large au niveau viral. Ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, ce champignon, c'est le 3e champignon le plus utilisé, le Cordyceps sinensis. J'insiste bien, Cordyceps sinensis et non pas Cordyceps militaris qui est utilisé par certains. Qui est interdit à la vente en Europe, le Cordyceps militaris, parce qu'il n'est pas considéré comme novel food pour les humains. Petit laïus aussi, Hervé, tu disais amélioration de la testostérone chez la femme. Chez la femme, c'est plutôt les œstrogènes et l'œstradiol qui sont améliorés pour tout ce qui concerne la libido et la fertilité. C'est vraiment un champignon qu'on va beaucoup utiliser, notamment dans tous les couples qui sont en production in vitro, vous savez. Je ne sais pas, il y a certainement des thérapeutes qui sont spécialisés dans la fertilité, et donc ça sera beaucoup utilisé, je vous disais, aussi bien chez monsieur que chez madame. Alors le produit, vous l'avez compris, s'appelle Mycocord. Ce sont à chaque fois avec cette description en fait des polysaccharides qui sont utilisés. Avec ces 3 premiers champignons, eh bien déjà, vous avez, j'allais dire qu'à 80%, vous êtes déjà mycothérapeute, parce que vous allez voir, on va les utiliser dans un grand nombre de cas. Et là, on va vous développer quelques autres champignons pour associer. Alors, je sais que tu aimes particulièrement le chaga, Salomé, alors je te laisse présenter le chaga. Oui, c'est une récente découverte, mais devenu un petit chouchou. Alors le chaga, c'est cette masse que vous pouvez voir sur ce bouleau. En fait, c'est un champignon aussi qui va venir se développer un peu comme une tumeur sur l'arbre. Et alors, ce n'est pas du mycélium ni du sporophore, ce qu'on voit, c'est ce qu'on appelle le sclérote. Et alors, le sclérote, c'est un mycélium compacté qui lui permet de résister en fait en extérieur et sous cette forme-là. Donc, il peut se développer sur les arbres notamment sur les
boulot et souvent dans l'hémisphère nord sous un climat assez froid. Et les arbres, en fait, peuvent continuer de se développer, de vieillir malgré la présence de chagas, même si c'est un signe de maladie, ça n'empêche pas l'arbre de continuer de vivre. Donc, le chaga est aussi connu sous le nom d'Inonotus obliquus. C'est un champignon qui est très connu dans les pays de l'Est. Il était d'ailleurs abordé par Alexandre Solzhenitsyn dans son livre Le pavillon des cancéreux, donc très utilisé dans ces pays-là. Ces tropismes qui sont mis en avant, c'est notamment le système immunitaire et le système cellulaire, parce que c'est un très fort antioxydant. Comparé au reishi, il est 3 fois plus antioxydant et sur l'indice ORAC, il est extrêmement élevé. C'est aussi un très bon immunomodulateur. Les études mettent en avant sa capacité antivirale et antitumorale. Et donc, avec toutes ces caractéristiques, généralement, il est recommandé pour tout ce qui va être les actions au niveau du vieillissement cellulaire. Donc, en tant qu'antioxydant, il permet de protéger les cellules. Donc, il peut être recommandé, par exemple, avant une exposition au soleil, après une exposition au soleil, pour vraiment venir protéger les cellules. Pour tout ce qui va être les radiations aussi, les personnes qui sont fortement entourées d'ondes ou sensibles aux ondes, le chaga, avec ce côté antioxydant, peut être intéressant à utiliser. Pour tout ce qui va être aussi pathologie immunitaire, les infections virales, processus oncologiques, comme on disait avec son action antitumorale, et sur le diabète, pour lequel il a montré des effets. On a aussi des retours concernant les syndromes prémenstruels chez la femme, avec de très bons effets, en tout cas sur la douleur. Et c'est vrai qu'on ne le met pas forcément en avant. On a toujours classé, nous, le reishi en tant qu'anti-inflammatoire le plus puissant, mais le chaga se fait une petite place aussi en tant qu'anti-inflammatoire. Et on a eu aussi des retours sur des douleurs osseuses, suite à un choc. Le chaga, en fait, a détrôné le reishi chez certaines personnes avec un effet qui était vraiment immédiat, alors que le reishi ne fonctionnait pas. Donc pensez-y pour tout ce qui va être douleur aussi. Si le reishi ne fonctionne pas, vous avez l'option du chaga qui peut être aussi très intéressante. Et je le disais pour les femmes, le reishi peut augmenter la fluidification sanguine, donc en atténuant les douleurs, mais en augmentant les menstruations. Alors ce n'est pas le cas du chaga, même si certaines personnes tendent à penser et à dire qu'il a une action sur la fluidification sanguine. Alors nous, c'est pas quelque chose qu'on a remarqué avec toutes les personnes avec lesquelles on travaille et même les personnes qui ont testé le produit. Pour le moment, on n'a pas eu de retour d'augmentation de la fluidification avec le chaga. Donc, comme le dit Hervé, à chaque fois au niveau des présentations, vous avez le terme myco et chaga qui sont associés et les substances bioactives, dont l'acide bétulinique et l'inotodiol, qui sont vraiment 2 molécules spécifiques, 2 terpènes qui sont, l'acide bétulinique en tout cas est un terpène qui est contenu dans le chaga. C'est un champignon que vous retrouverez dans toutes nos compositions oncologiques. C'est un champignon majeur aussi à ce niveau-là. Sur ces principes antitumoraux, donc il a aussi un accompagnement extrêmement important en oncologie. Ensuite, on va voir 2 synergies, donc virales et immunitaires. La première, en fait, c'est une synergie de reishi et de cordyceps, donc dont Hervé vous a parlé il y a quelques instants. Donc là, vous retrouvez la composition, en tout cas les substances bioactives qui sont mises en avant. Et au niveau des applications cliniques, sur ce produit, par exemple, on va plutôt être sur de l'antiviral et de la récupération post-virale, donc avec des affections virales, par exemple, qui peuvent être liées à l'Epstein-Barr virus. On retrouve aussi sclérose en plaques, lupus systémique ou érythémateux, polyarthrite rhumatoïde. On peut aussi avoir tout ce qui va être viral comme la grippe ou le virus respiratoire syncytial. On retrouve l'herpès, le papillomavirus, même si maintenant on a un autre produit pour le papillomavirus. Les syndromes post-Covid, on a toujours le Covid qui est encore présent, donc vous pouvez rencontrer des personnes qui ont toujours des syndromes de Covid long. Pour les personnes aussi présentant des fibromyalgies ou par exemple en cas de récupération de pneumonie virale. Vraiment tout ce qui va être plutôt axé sur le viral. Ensuite, vous avez une deuxième synergie qu'on affectionne assez bien chez IFAS, qui est le Myco5, donc qui comprend 5 extraits de champignons biologiques.
Vous retrouverez le reishi et ensuite le chaga dont on a parlé aujourd'hui et d'autres champignons, donc maitake et shiitake qui sont quand même assez connus, et un troisième champignon qui s'appelle l'Agaricus blazei qui est le champignon du soleil. Donc c'est un champignon qui a une très forte action sur le système immunitaire en termes d'immunomodulation. Et donc associés en fait tous ensemble, ils ont vraiment cette action globale à 360, on pourrait dire, sur l'organisme en termes de régulation du système immunitaire. On ne va pas venir booster le système immunitaire, c'est pas ce qu'on cherche. On va vraiment venir le moduler pour qu'il soit, qu'il soit plus performant en tout cas. Donc pareil, vous retrouverez les substances bioactives. Et en termes d'application clinique, ça va être un produit qui va être plutôt donc, conseillé pour le renforcement immunitaire. Alors, pour de la prévention, on a des produits qui sont moins concentrés, qui peuvent convenir à toute la famille. Lui, c'est vraiment plutôt pour des personnes qui ont déjà eu des antécédents de pathologies lourdes ou vraiment qui ont besoin d'un renforcement immunitaire plus important. Donc, ça peut être aussi conseillé, par exemple, pour les thérapies de renforcement immunitaire, soutien thérapeutique en phase de maintien pour l'accompagnement de cancer, donc les phases tertiaires généralement, ou pour les personnes qui ne peuvent pas se permettre les coffrets d'oncologie que l'on propose, ça peut être en tout cas une alternative. On a une synergie qui est plus ou moins similaire à ce qu'on peut retrouver dans les coffrets, donc ça sera toujours mieux que rien. Par exemple, pour les personnes qui vont avoir des infections nosocomiales, on peut recommander ce produit, et prévention aussi contre les infections. C'est un outil à spectre large, hein. C'est un produit, on vous l'a présenté en fait dans tous ces champignons. D'une part parce que c'est un produit qui est très utilisé au laboratoire et le spectre est vraiment très très large. Donc aussi bien dans des phases de prévention primaire, mais aussi dans des phases tertiaires sur des gens qui ont eu des très très grosses pathologies, qui ont eu des successions d'anesthésie, qui ont eu des traitements en chimio. Là aussi, on va permettre d'avoir une surveillance immunitaire qui est renforcée. C'est un produit pratique, c'est un couteau suisse à lui tout seul aussi, et c'est pour ça qu'on le présente assez souvent en fait, hein. C'est un usage très très polyvalent. Alors il y a beaucoup de questions qui sont arrivées déjà. Qu'est-ce qu'on fait? On termine un petit peu cette présentation. On termine et on fera les questions à la et on fin. fait les questions après. Voilà, on essaye de rester dans les temps. On a 1 heure ensemble, c'est rapide, mais on va déjà vous parler un peu de la qualité maintenant et des garanties de sécurité qu'on peut vous offrir. J'ai vu d'ailleurs qu'il y avait beaucoup de questions là-dessus. La qualité est importante. Je ne sais pas si je prends le relais un petit peu, Salomé. Oui, vas-y. La qualité est importante parce que, comme je vous le disais en préambule, il y a beaucoup de gens qui font des champignons, mais très peu font de la mycothérapie. Donc, dans les années, en 2016, une étude d'un magazine américain, le Scientific Reports, avait analysé 19 produits qui étaient censés contenir du reishi, du Ganoderma lucidum. Finalement, après analyse, il n'y en avait que 5 qui en contenaient réellement. Tous les autres avaient triché et mettaient d'autres substances. Et puis, il y a 2 ans, il y a des Italiens en fait qui ont fait le même constat. Ils ont analysé 19 produits qui étaient censés, donc ils ont repris la même étude, qui étaient censés contenir du reishi. Et sur ces 19 produits, il n'y en avait que 6. Ça veut dire qu'il y avait toujours autant de tricheurs que 7 ans auparavant. Donc, il faut faire vraiment effectivement attention à la notion de qualité et de traçabilité, extrêmement important. IFAS d'Atera existe depuis 26 ans, la recherche avait déjà démarré 15 ans auparavant, et donc on a une grande expérience dans ce domaine. Ce qui fait que la qualité d'un produit fongique de mycothérapie, c'est cette présence de principes actifs très spécifiques, des terpénoïdes, des substances anti-inflammatoires, hein, les polysaccharides, mais les polysaccharides bêta 1,3, 1,6 qui sont spécifiques à chaque champignon, lantinane, griffolane. Les phénols aussi, qui ont un rôle extrêmement important, notamment là on a parlé de l'éricénone de l'éricium, également tous les peptides qu'on va retrouver notamment dans le cordyceps avec la cordycépine, et puis les acides gras. En fait, il y a d'autres principes actifs bien sûr, mais c'est de la synergie de tous ces principes actifs qu'on va obtenir un produit de mycothérapie de qualité. Et là justement, on a voulu vous faire voir derrière ça un petit exemple. Donc, entre un produit, comme on vous l'a présenté, qui est réellement de la mycothérapie, donc un produit sur lequel l'étiquetage est complet, en précisant les bêta-glucanes, les principes actifs les plus importants, ça, c'est de la mycothérapie. Quand vous voyez écrit simplement 60% de polysaccharides et 20% de bêta-glucanes, fuyez, c'est rarement de la mycothérapie.
J'insiste bien là-dessus, c'est vraiment très important et c'est une notion que l'on met beaucoup en avant. Alors, à côté de ça, bien sûr, j'ai vu qu'on avait des questions sur la qualité. Alors, bien sûr, une des qualités majeures, c'est la qualité biologique. On ne peut pas se permettre de faire de la thérapie très, très pointue, très précise, avec des produits de récupération sauvage. Donc, ce sont des cultures biologiques contrôlées, en atmosphère contrôlée, avec un contrôle de toutes les substances extérieures, de tous les intrants, mais y compris de la radioactivité, de la pollution, etc. Il ne peut pas en être autrement. On a d'autres labels. On fabrique aussi à des normes pharmaceutiques. On fabrique aux normes GMP, le Good Manufacturing Practice, qui sont des normes extrêmement pointues et qui nécessitent des triples contrôles analytiques à plusieurs stades de la fabrication, en fait. Donc, il y a des contrôles à tous les moments pour vérifier que les principes actifs annoncés sont réellement dans les produits. Et puis, bon, alors, c'est sans gluten, c'est vegan. Il y a quelque chose qui est extrêmement important et qui va répondre à une question qu'on a eue dans la discussion. On a également fait une étude pour démontrer la non-interaction médicamenteuse. Nos produits ne vont pas interférer sur les cytochromes hépatiques et à ce titre peuvent accompagner des traitements. Voilà, c'est l'étude Medina. Il n'y a pas d'inhibition des cytochromes P450. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ça nous a permis de pousser la porte de certains pôles oncologiques et d'exprimer que nos extraits fongiques, et je parle bien de nos extraits fongiques, étaient compatibles avec des prises médicamenteuses, même très lourdes. Alors là, je vais te laisser parler des souches parce que c'est quelque chose que tu connais bien, Salomé. Oui, alors c'est quelque chose aussi qui est assez différenciant parce que sur tous les produits que vous pouvez trouver sur le marché de mycothérapie, en fait, les champignons qui seront utilisés ne seront pas forcément les mêmes. Chez IFAS, comme vous l'avez compris, on travaille beaucoup en fait avec la recherche pour, trouver en tout cas les meilleures souches de champignons qui vont avoir un profil le plus complet et ensuite après sur les modes de culture qui permettront aussi de garder ces principes actifs en quantité importante et qui ne soient pas dégradés lors des processus d'extraction ou de fabrication, tout ce qui s'ensuit. Donc là, vous avez un exemple sur cette slide où l'on montre que pour le Ganoderma lucidum, donc le reishi, vous avez plusieurs souches et nous, celle qui nous intéresse le plus, c'est celle qui est encadrée en rouge parce qu'on considère qu'elle a le profil le plus complet, en tout cas qui nous semble le plus complet et qui pourrait être le plus intéressant pour les pathologies ou en fait, ce qu'on cherche à accompagner et c'est pour ça qu'on a choisi cette souche-là. Donc les souches que l'on choisit, on a commencé à les, breveter, donc ce sont des traits de marque, qui, permettent en fait d'être associés à certaines souches de champignons et par exemple, le Ganosumib correspond à l'extrait donc Iphasathera de reishi qui est le HDT 488 DSM 32782 et ça voudra dire que le reishi qui est utilisé est toujours ce dernier et donc un concurrent, une autre marque de mycothérapie qui viendrait vous dire: «Oui, mais on a les mêmes champignons», c'est pas vrai parce que vous pouvez avoir plein de souches de champignons qui existent et c'est pour ça aussi que l'efficacité des produits n'est pas forcément la même entre 2 produits de mycothérapie. Parce que la composition des champignons n'est pas forcément la même en termes de principes actifs, les méthodes d'extraction ne sont pas forcément les mêmes et voilà, c'est plein de paramètres en fait qui, mis bout à bout, peuvent, entraîner en fait ces différences entre 2 produits. Nous étudions des dizaines, voire des centaines de variétés de champignons différentes pour essayer de sélectionner ces meilleures souches, en fait. Les souches qui vont nous apporter le plus de principes actifs. Mais là aussi, c'est issu d'une recherche qui dure depuis plusieurs dizaines d'années. On a cette qualité au laboratoire. En fait, IFAS, au départ, c'est un laboratoire de recherche. Et donc, on continue d'ailleurs à développer des études, y compris des études cliniques. Je vois qu'il y a des questions là-dessus, y compris des études cliniques avec nos produits pour lesquels vous aurez très prochainement des publications. Alors ça va répondre aussi à des questions qu'on a déjà eues. J'ai vu poser ces questions sur les contre-indications, les précautions d'emploi et à qui on va les déconseiller. Alors, c'est juste une précaution d'emploi et non pas une contre-indication. Précaution d'emploi, on déconseille aux femmes allaitantes et aux femmes enceintes, tout simplement parce qu'on ne fait pas d'études sur les femmes enceintes ni sur les femmes allaitantes. Certains produits utilisent quand même les champignons sur des femmes enceintes. Ce n'est pas le cas en Europe et donc on fait attention tout simplement. Par précaution d'emploi, on va déconseiller.
La législation en France, mais en Belgique, je crois que c'est la même. En La Europe, généralement même. En Europe, oui, la législation, elle est juste différente en Angleterre. En Angleterre, on autorise à partir de 8 mois de prendre des champignons. La législation en France, en Europe, est à partir de 3 ans. Mais c'est toujours pour les mêmes raisons. Ce sont des précautions d'emploi. Il n'y a pas d'études qui ont été faites sur des enfants de moins de 3 ans, tout simplement. Mais vous connaissez, vous êtes thérapeute, vous avez le même problème avec la phytothérapie, avec l'aroma, c'est exactement la même chose. Est-ce qu'on peut avoir des effets indésirables? C'est une question qu'on nous a posée. Et pour tout vous dire, avec l'expérience qu'on a et les milliers de boîtes qu'on vend, on a très peu d'effets secondaires. C'est vraiment un outil extrêmement confortable. On a parfois des petits effets digestifs en début de prise sur des gens qui ont des microbiotes très abîmés parfois. Ça peut être des ballonnements, ça peut être aussi des petites crises d'élimination, parfois des diarrhées. J'ai vu ce genre de choses sur des gens qui étaient très polymédicamentés. Vous savez, ces gens qui prennent beaucoup de médicaments et tout d'un coup, vous leur donnez les champignons qui vont agir sur leur microbiote et là, tout d'un coup, il y a des crises d'élimination qui se font. C'est pas très, très grave. C'est même plutôt, moi, en tant que thérapeute, je trouve ça plutôt encourageant parce que je me dis qu'il y a un phénomène d'élimination. Et dans ces cas-là, on va diminuer un petit peu la dose et il y a aussi la possibilité d'ouvrir la gélule. Parfois, les gens sont plus intolérants à l'enveloppe qu'au produit lui-même. Donc, à ce moment-là, vous ouvrez la gélule et vous le mélangez avec moi, je conseille souvent avec un petit corps gras, un petit peu d'huile d'olive, par exemple. Les champignons se prennent à jeun. Au plus vous les prendrez à jeun, au mieux ils seront reçus, en fait, ce que disait tout à l'heure Salomé sur les plaques de Peyer. Donc, prenez-les le plus possible à jeun. On peut être à jeun soit le matin, effectivement, quand on se réveille, mais on est aussi à jeun lorsqu'on n'a pas mangé quoi que ce soit depuis les 4 ou 5 dernières heures. Donc, ça peut être aussi à midi ou à 19 heures. Et juste petit aparté aussi, enfin, pour revenir là-dessus au niveau des conseils de prise, si vous avez quelqu'un qui a des effets indésirables, donc effets digestifs, Hervé parlait de diarrhée, mais ça peut être aussi de la constipation malgré que les champignons soient riches en fibres. Il y a des personnes qui réagissent totalement à l'inverse et qui vont avoir des symptômes de constipation. Généralement, en diminuant la dose, même des fois à une demi-gélule, hein, par jour et en prenant au lieu de prendre à jeun, mais en prenant avec de la nourriture, dans 99 des cas, les symptômes digestifs en fait disparaissent et après il est possible de réintroduire progressivement en prise à jeun et en réaugmentant aussi la posologie. Mais si vous faites ça, vous avez de fortes chances en fait que les symptômes disparaissent. Alors, on va vite finir avant d'aborder les questions. Donc, bon, on vous a dit effectivement que nous étions spécialistes. On fait un petit rappel très vite sur les gammes. On n'a pas tout vu aujourd'hui, mais on voulait juste faire un petit balayage sur ce qu'on propose. On a des produits donc pour les enfants, un produit qui s'appelle le Dr GB Gut and Brain pour notamment tous les troubles d'enfants, de troubles de l'attention notamment, les TDAH. On a un produit pour l'immunité en général qu'on a baptisé le Dr Immune 5. Ça, c'est la gamme pédiatrique. Ensuite, on va trouver des premiers produits en poudre de champignons avec un produit phare chez nous qui s'appelle le bio-intestin, qui va s'adresser à toutes les petites dysbioses légères de l'intestin. On a ensuite une gamme... Ah, juste le produit Cordyceps Sport n'existe plus. Il y a eu une petite erreur dans la présentation. On a une gamme qu'on a baptisée fonctionnelle, qui est un mélange d'extrait et de poudre, et qui sont des produits avec des communications plus incisives. Un produit qui s'appelle le Détox pour notamment les métaux lourds, l'équilibrium pour tout ce qui est surcharge mentale, le microbiota sur lequel on travaille sur le SIBO et le SIFO notamment, un produit pour accompagner la ménopause et périménopause, un produit pour tout ce qui va être problème de concentration et tous les problèmes neurologiques, et un produit qui va remplacer justement ce Cordyceps Sport qui s'appelle IFAS Vitality. Donc 6 produits. Un produit liquide qui s'appelle l'IFAS Lantinane, c'est une forme de shiitake en fait sous une forme liquide qu'on va beaucoup utiliser en prévention tertiaire. Alors, pour être plus précis, il s'agit du lantinane qui est le bêta-glucane du shiitake, donc les propriétés ne seront pas les mêmes. Si vous avez l'habitude d'avoir certaines propriétés qui sont assimilées au shiitake, sur tout ce qui va être par exemple l'aspect métabolique ou autre, ça sera pas le cas avec le lantinane. Le lantinane est surtout étudié pour son action sur le système immunitaire. D'ailleurs, à son actif, il a énormément à lui seul, enfin vous allez sur PubMed, vous marquez lantinane, vous allez retrouver énormément d'articles qui sont liés sur son côté immunitaire, mais aussi sur son côté antitumoral, qui est très recherché en ce moment en oncologie.
La gamme des extraits, on vous a présenté aujourd'hui 5 champignons, mais en fait, notre gamme est un tout petit peu plus large. On aura l'occasion de vous parler du polypore, on aura l'occasion de vous parler des associations avec shiitake et maitake, on aura l'occasion de vous parler de l'agaricus, notamment beaucoup en oncologie. Et donc, il y a encore des choses à découvrir. On n'a pas tout vu aujourd'hui. Une gamme oncologique qui devient un produit phare chez nous également parce qu'on a beaucoup de demandes dans ce domaine. Et on a développé 5 produits pour les cancers digestifs, les cancers pulmonaires et osseux, pour les cancers du sein et gynécologiques en manière large, les cancers de la prostate, et puis après tous les autres types de leucémie, lymphome, etc. Donc, ce sont des formules de plusieurs champignons extrêmement concentrés sous des formes fermentées avec des concentrations, cette fois-ci, très, très élevées. Fort de notre expérience en oncologie, on avait développé un sérum également pour tout ce qui était lésions liées à la radiothérapie. Et aujourd'hui, on a enrichi ce sérum avec un tout petit pourcentage de CBD qui permet de potentialiser l'action des champignons, tout simplement. Et donc, c'est un sérum sur lequel on travaille beaucoup sur toutes les lésions, toutes les brûlures, lésions, eczéma, psoriasis, etc. Alors juste parce c'est la dernière slide sur la présentation des produits, mais faute de ma part, j'ai oublié de rajouter la dernière slide qui présentait les 3 petits nouveaux qui ont rejoint la gamme aussi, qui sont intégrés dans ce qu'on appelle, la santé de la femme, donc Woman Health, qui comprennent le IFA Intima Oral, donc qui est un produit, qui n'est pas composé entièrement de champignons, hein. On retrouve de la sauge à feuilles de lavande, des vitamines et des minéraux ainsi que des probiotiques pour tout ce qui va être l'accompagnement des, infections urogénitales. On en retrouve aussi le IFA Intima Gel, donc là qui sera plutôt un gel pour les applications topiques externes au niveau de la flore vaginale. Et un dernier produit qui s'appelle le Papillosumib, qui lui est une synergie de champignons et de Saccharomyces cerevisiae ainsi que de Lactobacillus rhamnosus et de vitamines et minéraux pour l'accompagnement en fait de l'HPV, que ça soit chez l'homme ou chez la femme. Voilà, donc pour ceux qui nous connaissent déjà, vous avez un certain nombre d'outils à votre disposition. Sur l'espace pro de la société, vous pourrez venir télécharger gratuitement tous les vadémécum, tous les supports. Vous aurez également accès à tous les replays de la société sur tous les thèmes que nous avons déjà abordés. Et chacun d'entre vous est bienvenu. Bien sûr, il y en a déjà beaucoup d'inscrits, mais vous pouvez vous inscrire librement. Ça vous donnera accès à tous ces supports et sur simple demande, on vous les enverra bien volontiers. Alors, on a quelques supports qui existent. On a fait un petit clin d'œil. Il y avait un reportage sur Netflix qui est formidable, qui s'appelle Fantastic Fungi, justement. Vous voyez un petit peu la vie des champignons. Il n'y a pas beaucoup d'ouvrages en littérature. Il y avait La vie secrète des champignons. Il y a un document qu'on pourra vous fournir en PDF qui s'appelle Les 12 champignons médicinaux. Voilà, c'est un petit peu la littérature qui existe. Donc, n'hésitez pas à venir nous poser toutes vos questions. Flavie, est-ce qu'on a encore un petit peu de temps pour répondre aux questions? Écoutez, je propose qu'on le prenne. Ceux qui doivent nous quitter, vous nous quittez. De toute façon, tout est enregistré. Donc, dès cet après-midi, au maximum demain, vous retrouverez le replay sur Simplicure. Donc, voilà, il y aura de quoi y revenir. Si ça vous va, juste avant de passer aux questions, je vous laisse du coup le temps, vous, de reprendre votre souffle, de découvrir les questions. Et moi, je prends 2 minutes pour présenter Simplicure aussi. Simplicure, du coup, qui vous proposait aujourd'hui ce webinaire. Pour les personnes qui ne connaîtraient pas encore Simplicure, c'est un outil qui a pour but d'aider la pratique des professionnels de santé. Donc, je vous remets ma petite présentation. C'est une plateforme qui regroupe du coup différents laboratoires. Aujourd'hui, on en a plus de 150 avec plus de 2500 produits différents. Donc, autant dire qu'il y a pour tous les goûts et pour tous les besoins. Et l'objectif, ça va être pour vous d'avoir un seul et même endroit où faire vos recommandations de compléments alimentaires. Donc, vous allez piocher dans le catalogue, associer dans votre recommandation les différents produits et l'envoyer à vos patients, à vos clients. Eux, ils reçoivent un seul lien avec tous leurs produits. Une seule commande, un seul frais de port, un seul colis qui arrive chez eux. Donc vraiment, cette idée de mise en place concrète des conseils après la consultation, d'observance facilitée, donc de plus de résultats. Si je prends aussi quelques instants juste pour vous présenter comment ça fonctionne, pour
que vous voyez à quel point c'est simple et facile à mettre en place. Donc quand vous vous connectez sur Simplicure, vous arrivez sur cette page d'accueil, notamment où vous allez pouvoir retrouver tous les replays, dont celui de tout à l'heure. La présentation aussi, donc si vous voulez y revenir pour avoir les différents informations, vous pourrez le télécharger aussi. Et puis vous allez pouvoir créer une recommandation. Donc, vous allez accéder au catalogue. Vous voyez là, on est même à 2750 produits. Il y a évidemment des filtres qui sont à votre disposition pour rechercher les produits et facilement les trouver. Donc, par exemple, par marque, vous sélectionnez IFAS d'Atera et vous allez avoir tous les produits qui ont été présentés aujourd'hui. Donc, il suffit de sélectionner celui qui est adapté, de l'ajouter à votre recommandation, de spécifier la posologie que vous souhaitez partager à votre patient, à votre client, qui peut être éventuellement différente de celle proposée par le laboratoire. Et puis, vous mentionnez ses coordonnées. Il reçoit alors un mail de notre part pour facilement passer commande. Voilà, rien de plus simple. Si vous souhaitez du coup découvrir Simplicure et que vous n'êtes pas encore inscrit, je vous mets une petite bannière pour que vous puissiez facilement nous informer de votre souhait et un de mes collègues prendra contact avec vous pour répondre à vos questions, vous installer sur Simplicure et vous présenter la plateforme. Dernière petite info, oui, ça c'est vrai, je ne l'ai pas dit, ça semble couler de source, mais Simplicure, c'est tout à fait gratuit. Donc c'est vraiment un outil qui est là pour vous aider et ça ne coûte rien de le tester. Il y a encore de très très chouettes présentations et webinaires qui sont prévus dans les semaines à venir avec Dr Laurent Fogel, avec Dr Christian Boyer sur le SIBO. Donc n'hésitez pas à vous inscrire et à participer à ces prochains événements. Et voilà, je vous rends la parole pour répondre à toutes les questions. Quelle femme organisée tu es, Flavie, dis donc. Ouais, je jongle. Hein. Ouais, bravo, bravo, bravo. Je suis pas aussi fort que toi pour présenter et l'un et l'autre. Hein, bravo. Et puis oui, les webinaires intéressants. Et puis je vois, vous avez toujours des intervenants de qualité. On connaît bien Ouais. tous ces thérapeutes qui sont aussi d'ailleurs des utilisateurs de mycothérapie d'ailleurs. Mais oui, tout à fait. Dans ce monde, tout le monde se connaît et c'est vraiment notre souhait de proposer des intervenants et des sujets de qualité. Alors, on va essayer de répondre à quelques questions qui ont été posées plus dans la discussion d'ailleurs que dans le Q&A, mais c'est pas très grave, on peut suivre quand même. On a déjà répondu à quelques questions, mais on va quand même peaufiner un petit peu, notamment la question sur la partie biologique. Oui, les champignons concentrent des polluants présents dans le milieu de culture. Quelles précautions? La qualité bio, la façon de produire nos champignons dans un milieu contrôlé, et surtout de vérifier et de le labelliser, ça vous garantit une qualité constante. Et puis, on a aussi un autre contrôle de qualité au niveau de la traçabilité. Ce sont ces triples contrôles analytiques qui sont faits à plusieurs stades de l'élaboration du champignon. Et j'espère que ça répond à ta question, Béatrice. Également, on analyse l'arsenic qui n'est plus obligatoire dans les métaux lourds en Europe, mais on a décidé quand même de continuer à l'analyser pour rassurer en fait assurer vraiment la qualité du produit et rassurer les consommateurs. J'ai vu une question aussi sur une personne qui comprenait pas pourquoi le cordyceps ne pouvait pas être labellisé bio. Alors comme je disais, il est produit en bioréacteur et l'organisme certificateur ne reconnaît pas ce mode de production comme étant bio, même si tout l'est. C'est l'organisme certificateur qui, lui, considère que ça doit pousser soit sur des sachets de culture, soit sur des troncs, comme ça peut se faire. Et le bioréacteur n'est pas considéré comme bio. Le cordyceps originel pousse sur des parasites, enfin sur des animaux plutôt, sur des larves d'insectes, de chenilles. Aujourd'hui, il est hors de question, vous avez compris, on est vegan, les produits sont labellisés vegan, il est hors de question d'aller taquiner des chenilles et des chauves-souris pour produire du cordyceps. Donc, on a trouvé cette méthode de fabrication qui utilise la souche originelle et qui nous permet de sortir un cordyceps de très très haute facture sans pour cela partir sur des délires de production animale. Aujourd'hui, le cordyceps qui pousse au Tibet est devenu extrêmement rare. Les Chinois ont pillé le Tibet pour récupérer le cordyceps et le cordyceps à l'état sauvage doit coûter quelque chose comme 20 000 € le kilo. Donc, vous imaginez bien que c'est une denrée très, très rare. On le trouve un petit peu dans certains fournisseurs de pharmacopée chinoise, mais encore une fois, vous n'avez pas les mêmes garanties de qualité, en fait. Donc, on a vraiment un produit qui répond d'ailleurs à une question qui a été posée
sur la différence de prix. La différence de prix, c'est à la fois la concentration qu'on peut obtenir sur le cordyceps, parce qu'on utilise des extraits concentrés, et puis à la fois sur la réalisation d'un cordyceps originel, avec des teneurs en principe actif extrêmement élevées. Également, j'avais vu une question, passer sur le mycélium et le sporophore, à savoir, c'est quelque chose dont on communique pas trop parce que bon, ça n'a pas de sens, mais le mycélium est interdit à la vente en Europe, car il n'est pas reconnu en tant que novel food, à l'exception de certains champignons dont font partie le cordyceps, et le shiitake, parce qu'ils étaient déjà consommés avant. Mais voilà, si vous avez des personnes qui vendent du mycélium, bon, il faut savoir que c'est pas légal, d'un point de vue réglementaire. Ils peuvent passer par d'autres chemins, un peu plus obscurs, on va dire, pour pouvoir, commercialiser leurs produits. Mais bon, sur, la classification novel food, en fait, c'est déposer des dossiers qui coûtent, vous en doutez, au niveau européen, très cher. On est aux alentours de 500 000 € des fois, hein, pour, un dossier, donc ça prend du temps. Les entreprises n'osent pas se mouiller parce qu'après vous avez une durée, en fait, un peu de, leadership, je trouve plus mes mots, enfin une durée où vous êtes le pionnier entre guillemets sur le terrain, mais qui est limitée, et après tout le monde peut profiter de votre de cette autorisation qui est passée en novel food. Je vais arriver à finir cette phrase, ça va pas le faire. Mais du coup voilà, en tout cas c'est aussi au niveau réglementaire, il y a pas mal de choses qui sont en cours, qui sont en train de changer, mais c'est un point important qui explique aussi que vous trouverez pas de mycélium pour l'homme, parce que c'est autorisé chez l'animal. Donc voilà, il y a des différences aussi entre les animaux, l'homme. J'ai vu une question aussi passer sur, l'animal. Peut-on conseiller les champignons chez les animaux? Oui, tout à fait. D'ailleurs, Hifasdatera a même une entité qui s'appelle Hifasvet et qui produit qui a des produits pour les animaux. Mais cette fois-ci, donc on sera sur du mycélium qui est autorisé chez l'animal et dont le sporophore n'est pas autorisé chez l'animal. Donc voilà, c'est un peu du réglementaire, un peu flou, un peu contraignant, qui fait que, mais on espère en tout cas que ça réponde à vos questions. On va continuer à répondre aux questions. Alors, on a parlé des interactions médicamenteuses, donc même en cas de traitement lourd. Et traitement lourd, je pense souvent, on nous pose la question souvent sur des antidépresseurs notamment. Donc, pas de problème non plus avec des antidépresseurs et pas de problème non plus dans les cadres de la chimiothérapie. Aujourd'hui, j'espère qu'un jour, avec Simplicure, on pourra vous faire un webinaire sur l'oncologie. Vous verrez, c'est un sujet qui est très demandé. On a beaucoup d'interventions là-dessus et on a vraiment des résultats qui sont extrêmement intéressants. Alors, contre-indications, on en a parlé également. Moi, j'en vois très peu des contre-indications. On a parlé de la fluidification sanguine et de la précaution d'emploi, mais sinon, il n'y a vraiment pas de contre-indication. On a parlé des animaux. Ne pas utiliser le réchis si prise d'anticoagulants, non. Encore une fois, il n'y a pas d'effet cumulatif. Alors, on nous parle du totum de la plante. Est-ce qu'il ne serait pas plus actif? Si, on utilise aussi le totum, même si on concentre les principes actifs. On n'a pas un isolat en fait de molécules, on continue à concentrer toutes les molécules. La seule chose qui va en partie disparaître, c'est une partie de fibre de chitine en fait qui va être au moment de l'extraction un petit peu diminuée, c'est tout. Alors, est-ce qu'il y a une contre-indication pour des personnes qui ont fait des péricardites? Alors, dans le mot péricardite, j'entends le mot HIT. Si j'entends le mot HIT, je vais penser immédiatement au réchi. Non seulement il n'y a pas de contre-indication, mais en plus, on a des améliorations qui peuvent être intéressantes parce qu'en plus de tous les principes actifs, on va retrouver aussi des choses qui vont permettre de renforcer les vaisseaux, on va permettre de calmer l'inflammation. Donc non, il n'y a pas de contre-indication. On a une question sur le glioblastome qu'on va plutôt aborder dans la partie oncologie, en fait, où on aborde effectivement ces problèmes de glioblastome avec des compositions, cette fois-ci, de plusieurs champignons, notamment sur un produit qui s'appelle le Myco-Onco. Donc oui, on a plutôt aussi des bons retours dans ce domaine. On avait une question dans la partie Q&A qui était: le cordyceps est-il bon également pour la BPCO? Alors oui, tout à fait, parce que le cordyceps a une action anti-inflammatoire localisée au niveau pulmonaire, donc il sera tout à fait recommandable pour la BPCO, et il peut être associé à d'autres champignons,
Donc, par exemple, avec le mycovir, où on a la synergie reishi et cordyceps, avec donc l'activité aussi anti-inflammatoire apportée par le reishi, ou à côté de ça, un champignon qu'on n'a pas présenté ici, qui est le polypore. S'il y a une obstruction des bronches, en fait, le polypore est un champignon qui a une action sur tous les liquides, donc souvent qui va avoir une activité diurétique, mucolytique, et qui permettra d'éliminer en fait le mucus qui pourrait encombrer les bronches ou autres qui peuvent être retrouvés aussi dans les BPCO. Association cordyceps polypore sur les BPCO. C'est une recette qui marche plutôt bien. On peut associer d'autres stratégies. Hein. Vous avez aussi j'imagine, vous connaissez la gémothérapie. On pourrait utiliser l'aviorne ou l'aulne glutineux. Enfin, il y a des synergies qui sont intéressantes. Mais en mycothérapie, ça serait effectivement cordyceps et polypore. Ah, il y a une remarque et c'est vrai que il y a tellement de choix que ce n'est pas facile de cibler, à savoir que en mycothérapie, il y a très peu de mauvais choix que vous pouvez faire et les champignons ont toujours une action. Si vous savez pas quoi utiliser comme produit, généralement, le reishi, dans 90% des cas, ça vous permet de faire un gros nettoyage et d'aider aussi la personne à aller un peu mieux et après de vous focaliser sur des points plus ciblés qui vous permettront d'avoir un conseil un peu plus ciblé. Mais c'est vrai que ça peut arriver que des fois, on soit un peu submergé. La personne en face de nous, elle a énormément de symptômes ou de pathologies qui sont toutes mélangées et on ne sait pas par quoi commencer. Le reishi, 90% des cas, vous êtes sûr d'avoir des résultats, même sur des choses auxquelles vous ne pensez pas forcément avoir des résultats, des fois, vous pouvez être surpris. Et puis pareil, pas de mauvais, en tout cas, conseils avec la mycothérapie. De toute façon, ça travaillera sur le microbiote, ça travaillera sur l'immunité. Donc, vous avez très peu de chances de vous tromper. Après, ça sera plutôt affiné, en fait, le conseil. Il y a une question intéressante de Marie-Françoise sur l'utilisation du cordyceps dans les COVID longs. Alors, c'est vrai qu'on rencontre aujourd'hui des cas de Covid longs et des gens qui ont eu des pathologies particulières. Et on a étudié, nous, un petit peu le Covid long, mais on a surtout beaucoup étudié la maladie chronique du Lyme chronique. Et en fait, je fais un parallèle avec le Covid long parce que ce sont des pathologies qui sont extrêmement polymorphes, c'est-à-dire qu'ils peuvent prendre des formes différentes. Que ce soit du Covid long ou que ce soit du Lyme chronique, on a pu observer chez des patients soit des problèmes neurologiques, soit des problèmes articulaires, soit des problèmes digestifs, et puis ou soit des problèmes respiratoires. Et puis on a des patients qui ont tous les problèmes. Et donc on a beaucoup étudié ça à travers une étude que nous avons menée et qu'a conduit d'ailleurs Salomé avec notre recherche en Espagne sur le Lyme chronique. Et donc je fais ce parallèle parce que là il faut bien déterminer quels sont si vous voulez, quel est l'axe principal d'un Covid long. Est-ce que c'est du respiratoire, de l'inflammatoire, de l'articulaire? Mais on a de très bons retours sur ces pathologies qu'on a accompagnées, oui. Cette étude sur le Lyme est disponible. On a une question sur des injections intra-articulaires. Non, ça, on ne fait pas. On reste des compléments alimentaires. On n'a pas encore le droit d'injecter, Aurore, je suis désolé. Mais par contre, sur l'arthrose, c'est une bonne question parce que là aussi, il y avait une étude qui était intéressante sur l'association de reishi et de cordyceps et qui permettait de voir qu'on avait une action sur la régénération des chondrocytes. Donc oui, on peut avoir une action sur l'arthrose en associant reishi et cordyceps. Alors, Hilal, j'espère qu'on a répondu à ta question sur justifier le prix d'un cordyceps haut de gamme par rapport à un cordyceps basique ou à un cordyceps militaris. Donc, je pense qu'on a déjà répondu à ça. Pourquoi on n'est pas à 25 ou 30 euros? Tout simplement parce que les principes actifs sont compliqués à obtenir, sont chers et les concentrations sont très élevées, tout simplement. Quand on a un produit qui est 6 ou 8 fois plus dosé que de la poudre de champignons, on n'est pas forcément pour cela 6 ou 8 fois plus cher. Alors, on avait une question qui est revenue plusieurs fois sur les candidoses. C'est une bonne question et on a un certain nombre de champignons qui sont antifongiques. Waouh, vous imaginez un champignon antifongique? Qu'est-ce que je suis en train de dire comme bêtise? Non, c'est pas une bêtise. En fait, quand on parle de Candida albicans, on parle de levure. Et nous, vous avez compris qu'on parlait de macromycètes. Et en fait, là aussi, on a montré par des études qu'on avait des très bonnes actions sur le Candida albicans et sur des levures toxiques, pathogènes, parce que certains champignons ont des activités antifongiques très, très marquées, comme l'agaricus qu'on n'a pas étudié aujourd'hui, ou comme le shiitake aussi, qui peuvent avoir des actions antifongiques très, très importantes.
Donc oui, on travaille beaucoup sur le candidat albicans et notamment lorsqu'on a fait l'étude sur le SIBO avec un produit qui s'appelle IFAS Microbiota, eh bien, on s'est aperçu qu'on avait aussi des résultats sur le SIFO, sur les développements fongiques. Alors, on a aussi une question, faut-il faire une pause après une certaine durée de prise? Alors là, ça dépend de la pathologie. Là, vraiment, ça dépend de la pathologie. Je reste disponible avec chacun des thérapeutes qui nous écoutent pour étudier chaque pathologie. Sur des pathologies sévères, chroniques, moi, je ne conseille pas de pause. Quand on parle d'oncologie ou quand on parle de maladies très anciennes, on va faire ça sur des longs termes. Si je suis dans le cadre d'une prévention immunitaire avant l'hiver ou d'une détox, à ce moment-là, oui, on va faire 2 ou 3 mois d'utilisation, puis on fera des pauses thérapeutiques. Mais si on est vraiment dans le cadre de pathologies très dures, non, je ne vous encourage pas à faire des pauses thérapeutiques. Là, c'est en continu. On travaille beaucoup en oncologie, je vais dire de prendre des champignons du jour du diagnostic jusqu'au jour de la rémission. Alors, une question qui arrive parce qu'on a répondu à toutes les précédentes. Entre cordyceps et crinière de lion, lequel prenait pour l'accompagnement du cancer du sein sous chimiothérapie? Alors là, on conseillera même le Myco5 parce que vous avez une synergie de champignons qui sera plus intéressante pour vraiment, comme on disait, avoir cette action 360 sur les différentes phases cellulaires. Enfin, sur les différentes cellules immunitaires. Le cordyceps, c'est un point qu'on n'a pas mentionné. Alors, on le déconseille dans les cas de cancer hormonodépendant. Il y a des études qui montrent qu'il pourrait augmenter effectivement certaines lignées cellulaires prostatiques, enfin de lignées cellulaires cancéreuses prostatiques, donc augmenter leur prolifération. Chez la femme, sur les lignées cellulaires du cancer de sein, c'est un peu plus flou. Pour le moment, il n'y a pas d'études qui le montrent, mais étant donné son action sur la régulation hormonale et qui peut entraîner une augmentation des taux d'œstrogènes qui vont servir en fait aux cellules cancéreuses à se nourrir donc dans les cas de cancer hormonodépendant, on émet une précaution d'emploi pour s'assurer qu'il n'y aura vraiment pas d'interaction. Si le cancer n'est pas hormonodépendant, il est possible d'utiliser le cordyceps pour une personne qui présente un cancer du sein, mais si le cancer est hormonodépendant, c'est vraiment la seule précaution d'emploi qu'on conseille de faire attention. En tout cas, en l'absence d'études qui montrent ou qui contredisent ces effets-là, nous, on a pris le parti de ne pas se mouiller et de mettre cette précaution d'emploi en avant. Flavie, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. J'ai vu qu'il y avait encore, on a presque répondu à toutes les questions, mais en Oui. tout cas, sachez que l'on reste disponible pour répondre à vos questions. Vous pouvez passer par Simplicure pour poser toutes les questions et qui nous les communiquera. Et on ne manquera pas de prendre contact directement avec vous. On continue à faire des ateliers un petit peu partout en France et en Belgique. On est présent partout. L'année dernière, on a fait plus de 80 ateliers partout. Ces ateliers sont gratuits. Vous êtes tous les bienvenus. On peut échanger librement avec des thérapeutes très experts et des thérapeutes débutants. Et donc, sachez qu'on est là vraiment pour répondre à vos questions, à vous aider dans le choix. Il y avait Françoise qui disait, mais finalement, tous les champignons ont un peu les mêmes tropismes. Non, non, il y a quand même des subtilités, il y a quand même des choses à préciser. Mais encore une fois, pour ceux qui vont démarrer, sachez qu'on est à votre écoute, on est là, on peut écouter vos cas. On est là pour Salomé fait le lien avec notre recherche en Espagne et donc on est toujours présent pour vous répondre à toutes vos questions. Ben, un tout grand merci parce que c'était une présentation très complète. On a un peu débordé du timing, mais je pense que ça valait vraiment la peine. Donc vraiment, merci à tous les deux. Au vu de tous les messages qui sont passés, c'était très plaisant de vous écouter et d'avoir toutes ces réponses aussi détaillées. Je pense, Hervé, que comme tu l'as dit, on va assez rapidement se revoir pour aller un peu plus loin et peut-être parler plus spécifiquement d'oncologie. Donc voilà, restez informés et on ne manquera pas de vous tenir au courant de tout ça. Merci pour votre présence, merci pour votre écoute, merci pour vos questions. Mais merci de votre accueil. Merci à tous. À Merci. bientôt.